Il y a environ 5,3 millions d'années, un événement majeur a radicalement remodelé le bassin méditerranéen. Une terrible inondation a réapprovisionné la mer, qui jusque-là était aussi salée que stérile. Cet événement, appelé transgression zancléenne, a altéré à jamais la géographie de la région. La mer Méditerranée, entourée par l'Europe, l'Afrique et l'Asie, est reconnectée à l'océan Atlantique par le détroit de Gibraltar. Ce passage étroit mesure environ 13 km. Bien qu'il ne soit pas très large, le détroit joue un rôle crucial dans l'équilibre des masses d'eau entre les deux étendues. Il y a environ 6 millions d'années, divers facteurs ont pu isoler la Méditerranée de l'Atlantique. Certains évoquent une période glaciaire, tandis que d'autres parlent de mouvements tectoniques, comme des tremblements de terre. Quelle qu'en ait été la cause, cela a conduit à la période dite de la crise de salinité messinienne. Pendant environ 1000 ans, la mer s'est lentement évaporée, laissant derrière elle un bassin asséché, situé plusieurs kilomètres sous l'ancien niveau de la mer. Cette crise a profondément modifié le paysage, créant des conditions semblables à celles de l'actuelle mer Morte. Cela signifie que la beauté luxuriante du pourtour méditerranéen était autrefois un environnement extrêmement salé, une salinité près de 10 fois supérieure à celle de l'océan. Si vous aviez eu l'occasion de visiter cet endroit, vous auriez pu flotter aisément sur la faible quantité d'eau disponible. Et ce sans même être un nageur aguerri. La concentration élevée de sel et de minéraux aurait rendu la survie difficile pour la plupart des créatures. Néanmoins, certains micro-organismes robustes, comme les bactéries, auraient pu s'adapter à ces conditions extrêmes. De nos jours, au fond de la mer Méditerranée, on trouve des cavernes aussi impressionnantes que le Grand Canyon. Ces formations semblent dater de la période de déshydratation évoquée précédemment. Des traces suggèrent que de grands fleuves, comme le Nil et le Rhône, se déversaient directement dans la Méditerranée à cette époque, creusant de profonds canyons plusieurs milliers de mètres en dessous du niveau de la mer. À l'époque, les gens cherchèrent des explications pour le dessèchement de la Méditerranée et ont inventé toutes sortes de mythes et de légendes. L'un de ces récits provient des habitants du sud de l'Ibérie, qui correspond aujourd'hui à l'Espagne et au Portugal. Ce mythe, également rapporté par le célèbre écrivain Pline l'Ancien, raconte que la Méditerranée était autrefois isolée de l'océan jusqu'à ce que le héros Héraclès, doté d'une force surhumaine, se fraie un passage jusqu'au jardin des Hespérides, à travers l'actuel rocher de Gibraltar. Ce chemin a permis aux eaux océaniques d'envahir la Méditerranée, la transformant en la mer que nous connaissons aujourd'hui. Certains fossiles semblent également corroborer l'ampleur exceptionnelle de cette inondation. Des restes d'organismes marins ont été découverts dans des couches bien au-dessus du niveau actuel de la mer, indiquant que ces zones étaient jadis submergées. Les fossiles retrouvés incluent des mollusques, des poissons et même des mammifères marins. Grâce aux techniques modernes, nous avons désormais une estimation du moment où s'est produit la transgression zancléenne. Les chercheurs ont exploité des simulations informatiques pour reconstituer cet événement, fournissant ainsi des preuves supplémentaires de sa réalité. Ils ont aussi découvert qu'il était possible que la Méditerranée subisse de nouveaux changements. Le détroit de Gibraltar pourrait se refermer, probablement en raison de mouvements tectoniques profonds. Cela pourrait entraîner un nouvel assèchement de la Méditerranée sur une période d'environ 1000 ans. Et si le continent africain continue de se déplacer vers le nord et se rapproche de l'Europe, le bassin méditerranéen pourrait même disparaître entièrement. L'une des plus célèbres grandes inondations, quoique hypothétique, est celle de la mer Noire. Selon certains scientifiques, il y a environ 8400 ans, l'eau de la Méditerranée aurait pu déborder dans la mer Noire par le détroit du Bosphore. Ce débordement aurait pu provoquer une catastrophe d'ampleur, contraignant les populations vivant autour de la mer Noire à quitter leur foyer et à se déplacer plus loin dans les terres des continents européens et asiatiques. Ces migrations auraient pu favoriser la propagation des récits, relatant le cataclysme. Les chercheurs ayant formulé cette hypothèse suggèrent également que ces populations migrantes auraient pu introduire de nouvelles méthodes agricoles dans leurs terres d'accueil. Néanmoins, tous les scientifiques ne sont pas convaincus. Certains estiment que, si une inondation a bel et bien eu lieu, elle s'est produite plus tôt et était beaucoup moins importante. Ils ne pensent pas que cet événement ait pu inspirer l'histoire de l'Arche de Noé, par exemple. Selon ce mythe, un homme très pieux aurait été averti par Dieu en personne de l'arrivée d'un prodigieux déluge. Pour sauver toutes les espèces vivantes, il aurait rassemblé des couples d'animaux et les aurait embarqués dans une grande arche. Certains chercheurs craignent par ailleurs que rapprocher trop étroitement les véritables inondations des légendes anciennes ne puisse finir par brouiller les frontières entre science et croyance.
Il pourrait y avoir d'autres explications au fait que le mythe du déluge apparaisse si fréquemment dans différentes cultures à travers le monde. L'une des hypothèses est que ces inondations étaient absolument dévastatrices pour les premiers agriculteurs, les poussant à imaginer des mythes précurseurs de la fin des temps. Une autre théorie suggère que la découverte de fossiles de créatures marines dans des lieux incongrus aurait donné naissance à cette croyance en un grand déluge historique. La parade aux inondations futures pourrait résider dans les villes flottantes. Avec l'élévation continue du niveau des mers, des villes côtières comme Amsterdam, la Nouvelle-Orléans et Venise risquent de se retrouver submergées. Les infrastructures flottantes pourraient alors offrir une solution viable et des bâtiments capables de s'élever avec le niveau de l'eau, tout en résistant aux conditions climatiques extrêmes. Les Pays-Bas, possédant une longue tradition dans la gestion des risques liés à l'eau, sont à la pointe de ces innovations flottantes. Face à l'épuisement de l'espace disponible à l'expansion urbaine, nous pourrions être amenés à vivre sur les flots. Cette adaptation permettrait de réduire la densité de nos populations et d'explorer des méthodes d'agriculture novatrices, telles que les jardins flottants. De plus, ces habitations pourraient offrir des alternatives énergétiques intéressantes grâce à l'exploitation des énergies solaires et éoliennes, tout en se révélant potentiellement plus économiques à long terme. Une telle ville flottante pourrait bientôt voir le jour aux Maldives. Ce projet ambitionne d'accueillir jusqu'à 20 000 personnes et inclura des espaces résidentiels et de restauration, ainsi que des magasins et des écoles. Conçue pour imiter la forme du corail, la ville comportera des canaux arrangés entre près de 5000 îlots flottants. La construction se fera à partir d'unités modulaires assemblées sur un site de construction à proximité. Une fois prêtes, ces unités seront remorquées jusqu'à la cité flottante. La prochaine étape consistera à fixer ces unités à une vaste coque de béton immergé, solidement ancrée au fond marin grâce à des pilotis d'acier. Cette configuration permettra aux unités modulaires de se mouvoir de manière fluide, en harmonie avec les mouvements de la mer. Et pour ceux qui craignent d'être malades, le récif corallien environnant servira de brise-lames naturelle pour atténuer les vagues. Des bancs de corail artificiels seront également placés sous la ville, ce qui aidera également le corail à croître naturellement. L'objectif à long terme est de rendre l'établissement autonome. Il disposera d'électricité principalement à partir de l'énergie solaire sur site. Les déchets seront traités à proximité et réutilisés comme engrais pour les plantes. Au lieu de la climatisation, la ville utilisera le refroidissement par eau profonde. Cette méthode pompe de l'eau froide des profondeurs de la mer pour refroidir la zone, économisant ainsi de l'énergie. La Terre n'est pas la seule planète à avoir connu des inondations importantes. Mars, dans les temps anciens, semble également avoir été affecté par des crues, qui ont joué un rôle significatif dans la formation de sa surface. Des recherches récentes révèlent qu'il y a plusieurs milliards d'années, Mars a subi d'importantes inondations fluviales, contribuant à la formation de ses vallées et de ses canyons. Ces inondations étaient causées par de fortes pluies qui ont modifié le paysage martien rapidement, parfois en quelques jours ou semaines. Contrairement à la Terre, où les rivières se forment lentement, les inondations sur Mars ont provoqué des changements rapides, particulièrement aux environs d'il y a 4 milliards d'années. Bien que nous sachions depuis un certain temps qu'il y a eu des inondations sur Mars, cette étude a révélé leur ampleur réelle. Nous savons à présent qu'elles étaient plus étendues et fréquentes que ce que l'on avait pu croire auparavant.